Une semaine avant son anniversaire, le fils de ma femme m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: le plus beau cadeau, ce serait que tu disparaisses. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai même pas bronché. J'ai souri, hoché la tête, puis je suis sorti de la pièce comme si de rien n'était. Mais le lendemain matin, j'ai fermé le compte dont il dépendait. Le soir même, j'ai préparé un petit sac, laissé une enveloppe sur la table de la cuisine, et je suis parti en silence. Ce que j'ai laissé derrière moi, ce n'était pas de l'argent. C'était la vérité. Et elle a pulvérisé la vie qu'il croyait acquise. J'ai 57 ans, et jusqu'à ce moment-là, je croyais sincèrement faire ce qu'il fallait. Je pensais que si j'étais présent, constant, que je payais ma part et plus que ma part, que je restais calme, généreux, raisonnable, alors je finirais par gagner du respect. Peut-être pas de l'amour. Mais du respect. Surtout en tant que beau-père. Surtout dans une famille recomposée, où tout le monde te répète. Laisse du temps, il finira par changer. Alors, quand ma femme Linda m'a demandé si je pouvais aider à rendre cet anniversaire spécial, j'ai dit oui sans hésiter. Son fils Ethan allait avoir 31 ans. Pas un enfant. Pas un ado. Un adulte, qui vivait chez nous par intermittence depuis des années, généralement entre deux boulots, généralement, le temps de se remettre sur pied. Je ne le jugeais pas pour ça. La vie est chaotique. Moi aussi, j'ai connu des redémarrages. Mais j'attendais au moins une chose, de la décence. J'ai posé ma journée de travail. Je suis passé à la boulangerie près de l'autoroute, celle qui ouvre tôt et qui sent le beurre et le sucre avant même le lever du soleil. J'ai commandé le gâteau. Ethan aimait toujours le chocolat avec ganache noire. Simple. Sans décoration. Sans inscription. Il détestait tout ce qui faisait sentimental. Pendant que j'attendais, mon téléphone a vibré, notification bancaire. Encore un prélèvement automatique validé. Les charges, encore. J'ai soupiré, pas de colère, juste de fatigue, puis j'ai remis le téléphone dans ma poche. Le trajet du retour s'est fait dans le calme. La radio passait une vieille chanson que j'aimais bien. Je me souviens m'être dit: peut-être qu'aujourd'hui sera différent. Je suis entré dans l'allée vers midi. La voiture d'Ethan était la plus récente que la mienne, au passage. J'ai coupé le moteur, pris la boîte de gâteaux avec précaution, et je suis entré. L'ambiance dans la maison était étrange. Pas bruyante. Pas chaotique. Juste tendue. Comme une pièce où une dispute aurait éclaté plus tôt, et où l'air ne serait jamais retombé. Ethan était dans la cuisine, absorbé par son téléphone, appuyé contre le plan de travail comme s'il était chez lui, plus que moi. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. « Salut », ai-je dit d'un ton léger. « J'ai pris le gâteau que tu aimes. » Il a jeté un coup d'œil à la boîte, puis est revenu à son écran. « Cool. » Pas de merci. Rien de plus. Linda n'était pas encore rentrée. Elle était allée au salon, elle avait dit qu'elle avait besoin de se vider la tête. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. J'ai posé le gâteau avec soin et je me suis redressé. Ta mère disait que tu voulais quelque chose de simple cette année. Peut-être un dîner ce soir? C'est là qu'il m'a enfin regardé. Pas agacé. Pas distrait. Froid. Il a légèrement incliné la tête, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Puisque tu poses la question, j'ai réfléchi à mon anniversaire. J'ai acquiescé. Oui. Il a souri, mais sans la moindre chaleur. Puis il a dit, lentement, clairement. Le meilleur cadeau, ce serait que tu disparaisses. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru avoir mal entendu. Pardon? Il a haussé les épaules. Tu sais, partir, ne plus être là, disparaître, quoi. J'ai attendu. Je m'attendais à un rire, une suite, un signe que c'était du sarcasme, de la frustration, une blague ratée. Rien. Ma poitrine s'est serrée, comme si une main appuyait dessus sans lâcher. « Pourquoi tu dis ça ?» ai-je demandé calmement. Il a soufflé, méprisant. « Parce que t'es toujours là. Toujours à surveiller. Toujours à payer des trucs et à faire comme si ça voulait dire quelque chose. » Je n'avais rien dit sur l'argent. Ni ce jour-là. Ni cette semaine-là. « T'es pas mon père ?» a-t-il poursuivi. « Tu ne le seras jamais. Et franchement,
Tout serait plus simple si t'étais pas là. Et voilà. La phrase qui a ouvert une faille en moi. J'ai pensé aux nuits passées à l'aider à refaire son CV. Au matin où je l'emmenais en entretien quand sa voiture ne démarrait pas. À l'extension d'assurance santé que je payais encore après la limite d'âge, juste le temps qu'il se stabilise. Aux charges, aux courses, au loyer que je n'ai jamais réclamé. Et au final, mon rôle réduit à une nuisance. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas défendu. J'ai souri de petits sourires polis. D'accord, ai-je dit. Ça l'a surpris. Il a froncé les sourcils, comme s'il attendait une explosion. Je t'ai entendu, ai-je ajouté. Puis j'ai pris mes clés et je suis sorti. Je suis resté longtemps dans la voiture. Assez longtemps pour que mes mains arrêtent de trembler. Assez longtemps pour que le choc devienne autre chose plus lourd, plus clair. Je n'étais pas encore en colère. J'étais réveillé. Le soir, Linda est rentrée et a complètement évité le sujet. Allongé dans le lit, j'ai fixé le plafond en boucle, avec ces mots qui tournaient dans ma tête. T'es pas mon père. Tout serait plus simple sans toi. Et quelque part entre minuit et l'aube, j'ai compris ce qui allait tout changer. Ça faisait des années que j'essayais de gagner ma place dans une maison où ma présence était tolérée, mais mon soutien, lui, était considéré comme normal. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. S'il voulait que je disparaisse, je disparaîtrais exactement là où ça comptait le plus. Je me suis réveillé avant l'alarme, comme quand quelque chose en toi a déjà tranché, plus de comédie possible. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Linda dormait encore, tournée de l'autre côté, son téléphone brillant faiblement sur la table de nuit, comme s'il n'avait jamais cessé de fonctionner. Je me suis levé sans bruit et je suis allé directement à la cuisine. La même cuisine où Ethan m'avait dit de disparaître. Le même plan de travail où j'avais posé son gâteau comme une offrande. Je me suis servi un café, sans m'asseoir. Je ne voulais pas de confort. Je voulais de la clarté. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Au début, je me suis dit que j'allais juste vérifier un chiffre, un compte, un détail. Mais ça ne se passe jamais comme ça. On ouvre un relevé. Puis un autre. Puis un dossier qu'on n'a pas touché depuis des années parce qu'on ne voulait pas se sentir mesquin, amer, ou petit. Le dossier s'appelait simplement « Maison ». À l'intérieur, des sous-dossiers que je reconnaissais immédiatement. Charges, assurance, auto, frais d'études, médicales, divers. Je ne les ouvrais plus depuis longtemps, parce que je pensais savoir ce qu'il y avait dedans. Ou du moins, je croyais savoir. J'ai commencé par le compte courant joint. Le solde n'était pas énorme, mais stable parce que je le maintenais stable. Tous les mois, sans exception, mon salaire tombait dessus. Crédit immobilier, électricité, eau, internet, ordures, abonnements, services divers. Ethan utilisait plus que tout le monde. Essence, courses, toutes ces dépenses discrètes et peu glamour qui font tourner une vie. J'ai remonté l'historique. 1 an. 2 ans. 3 ans. Les montants se sont empilés plus vite que je ne pensais. Pas parce qu'ils étaient spectaculaires. Parce qu'ils étaient constants, prévisibles, ininterrompus. J'ai ouvert ensuite le dossier des assurances. Quand Ethan avait eu 26 ans et perdu la couverture du plan de son père biologique, c'était censé être temporaire. C'était le mot de Linda. Juste le temps qu'il trouve un poste avec avantage. Juste le temps qu'il se pose. Ça faisait 5 ans. Dentaire. Vision. Santé. Chaque mois, prélèvement automatique sur mon compte. Je me souvenais très bien de la conversation. Ethan à cette même table, bras croisés. Je t'ai rien demandé. Et moi? Je sais, mais je ne veux pas que tu sois sans couverture. À l'époque, ça ressemblait à de l'humanité. Maintenant, ça ressemblait à une preuve. Le dossier auto m'a crispé la mâchoire. Réparation. Pneus. Immatriculation. Franchise d'assurance. L'apport pour la voiture qu'il voulait, parce qu'elle fait plus adulte. Celle qu'il devait payer, dès qu'il serait remis sur pied. Se remettre sur pied, était devenu un état permanent qui n'arrivait jamais. Puis il y avait les frais d'études. Cours au community college abandonné. Programme relancé puis stoppé. Examen de certification jamais passé. Formation en ligne abandonnée à mi-chemin.
Chaque fois, une excuse. Chaque fois, une nouvelle demande. Et moi, à chaque fois, une version 2. C'est pas grave, continue d'essayer. Quand j'ai refermé le dossier, mon café était froid. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais même pas encore en colère. Ce que je ressentais était pire. Je m'étais fait utiliser. Derrière moi, le couloir a craqué doucement. Linda est apparue dans l'encadrement de la porte, robe serrée autour d'elle, cheveux en bataille, regard déjà fatigué. « Tu es levé tôt », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête sans la regarder. Impossible de dormir. Elle s'est approchée, a vu l'écran ouvert, a froncé les sourcils. « Tu es en train de vérifier les comptes ?» Cette fois, je l'ai regardé. « Tu te souviens de ce qu'Ethan a dit hier ?» Elle a hésité. Cette pause a suffi. « Il ne voulait pas dire ça comme ça », a-t-elle dit prudemment. Et il était contrarié. Et il m'a dit que le meilleur cadeau, c'était que je disparaisse, ai-je répondu, calme, presque détaché. Et il s'est excusé. Elle a soupiré. Tu le connais, il s'exprime mal. J'ai fait un geste vers l'écran. Tu sais combien de tout ça vient de moi. Ses yeux ont glissé vers le bas, puis ailleurs. C'est toi qui as toujours insisté pour aider. Personne ne t'a forcé. Cette phrase a frappé plus fort que les mots d'Ethan. J'ai refermé l'ordinateur lentement. Je n'ai pas insisté. J'ai pris le relais quand tu me l'as demandé. Quand il en avait besoin. Quand vous me disiez tous les deux que c'était temporaire. Elle a croisé les bras. Donc quoi? Tu tiens les comptes maintenant? Non. Je me réveille. Son téléphone a vibré. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Je ne veux pas me disputer ce matin. Moi non plus. J'ai pris mes clés. J'ai un rendez-vous. Avec qui? La banque. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Pourquoi? Je n'ai pas cligné des yeux. Parce que si je dois disparaître, j'ai besoin de savoir exactement où j'existe. Je suis parti avant qu'elle réponde. La banque était à 15 minutes, mais le trajet m'a paru plus long. Chaque feu rouge me donnait le temps de penser pas en rage, en lucidité. Je n'étais pas le méchant de l'histoire. J'étais le filet de sécurité que tout le monde croyait immobile pour toujours. Dans la banque, l'air sentait un peu le nettoyant moquette et le café. Le même directeur m'a accueilli avec le même sourire poli. Il connaissait mon nom depuis des années. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'ai inspiré. Je veux passer en revue tous mes comptes. Et je veux savoir exactement qui en dépend. Il a hoché la tête et s'est mis à taper. En voyant le reflet de l'écran dans ses lunettes, j'ai aperçu son expression changer légèrement. Monsieur, a-t-il dit avec précaution, vous êtes le principal contributeur sur plusieurs comptes. J'ai acquiescé. Je sais. Il y a aussi des prélèvements automatiques liés, non? Si ces comptes sont fermés ou modifiés, cela peut provoquer des interruptions. Des paiements bloqués, des cartes refusées, ai-je terminé pour lui. Il a levé les yeux. Oui. J'ai souri pas joyeusement, juste clairement. Très bien. En quittant la banque une heure plus tard, je ne me sentais pas léger. Mais j'étais certain. L'après-midi, je suis revenu à la maison pendant qu'il n'y avait personne. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai imprimé une petite pile de documents, je les ai glissés dans une enveloppe neutre, et j'ai écrit une phrase sur le devant. Tu m'as demandé de disparaître. Voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai posé exactement à l'endroit où le gâteau avait été déposé. Puis j'ai fait un sac. Je ne savais pas encore où j'allais. Mais je savais parfaitement ce que je laissais derrière moi. Je ne suis pas rentré cette nuit-là. J'ai pris une chambre dans un hôtel simple près de l'autoroute, le genre avec mur beige, couloir calme, réceptionniste qui ne pose pas de questions. Je me suis assis au bord du lit, chaussures aux pieds, en regardant mentalement l'enveloppe que j'avais laissée comme si je l'avais encore dans les mains. Je me demandais combien de temps il faudrait avant qu'elle soit ouverte. Avant que les mots fassent effet. Avant que la panique commence. J'ai dormi par morceaux. À chaque vibration du téléphone, j'ignorais. J'avais besoin d'une journée complète pour faire les choses proprement, pas émotionnellement. À 8h30 le lendemain, j'étais de retour à la banque. Cette fois, j'ai demandé un bureau privé. Le directeur, Marc, m'a reconnu immédiatement.
Quarantaine, coupe nette, voix posée et le type d'homme qui annonce de bonnes et de mauvaises nouvelles avec la même maîtrise. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Je suis allé droit au but. Je veux fermer le compte joint. Et je veux séparer tous les prélèvements automatiques liés à mon nom. Il a marqué une pause, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Puis-je demander pourquoi? Vous pouvez. Je répondrai. Mais ça ne changera pas ma décision. Il a hoché la tête et a commencé à taper. Comme vous le savez, ce compte comporte plusieurs utilisateurs autorisés. Je sais exactement qui a accès. Je veux que cet accès soit révoqué. Marc s'est légèrement adossé, regardant l'écran. Monsieur, vous êtes le principal contributeur. La majorité des dépôts provient de vos revenus. Mais fermer ce compte affectera d'autres personnes. Des factures risquent de ne pas être payées. Des cartes risquent d'être refusées. Je comprends. C'est précisément le but. Ses yeux ont brièvement rencontré les miens. Et il y a aussi des services liés, assurance, charges, abonnements, prélèvements auto. Certains sont au nom d'autres personnes, mais financés depuis ce compte. Je veux que ça s'arrête. Ou que ce soit redirigé vers des comptes hors de mon contrôle. Il a expiré discrètement. C'est une décision majeure. Être invité à disparaître aussi, ai-je répondu d'un ton plat. Ça a suffi. Son expression a changé subtilement, mais assez pour que je comprenne qu'il ne traitait plus une demande de routine. On va faire ça méthodiquement, a-t-il dit. Pendant 40 minutes, on a tout passé au peigne fin. Chaque ligne, chaque dépendance, chaque hypothèse silencieuse intégrée à la structure financière de ma maison. Je n'étais pas imprudent. Je ne cherchais pas à blesser. Je reprenais la responsabilité de ce qui m'appartenait, et je lâchais celle qui n'aurait jamais dû peser sur moi. J'aurais besoin de votre signature ici, dit-il en me tendant un formulaire. Puis. Et ici. J'ai signé d'une main stable. Et ce document-ci, ajoute-t-il, révoque les accès autorisés à vos comptes, effet immédiat. J'ai signé encore. Quand tout a été finalisé, Marc m'a regardé et a dit quelque chose d'inattendu. Honnêtement, vous faites ça correctement. J'ai incliné la tête. C'est important pour moi. Au moment de partir, il a hésité. Encore une chose. Il y avait une transaction en attente pour demain. Mon estomac s'est tendu. Quel type? Un dépôt lié à une demande de location. Quelqu'un a tenté d'utiliser ce compte comme preuve de fonds. Un éclair froid m'a traversé. C'était validé? Non. Le compte est désormais fermé. Je l'ai remercié et je suis sorti. Sur le parking, mon téléphone a encore vibré. Cette fois, j'ai regardé. 3 appels manqués de Linda, 2 d'Ethan, un message vocal. Je ne l'ai pas écouté tout de suite. À la place, j'ai roulé jusqu'au bureau de mon avocate. Je n'avais pas prévu d'impliquer un avocat. Mais après la banque et la révélation de la location, j'ai compris qu'autre chose se passait derrière mon dos. Et que ça pouvait devenir sale si je ne me protégeais pas. Mon avocate, Carole, m'avait aidé pour la mise à jour d'un testament des années plus tôt. Elle m'a accueilli chaleureusement, puis son sourire s'est effacé à mesure que j'expliquais la situation. Il y a eu des menaces. Pas encore. Mais je m'attends à ce qu'il y en ait. Elle a hoché la tête. Vous avez bien fait de venir maintenant. On a parlé limites, séparation financière, obligations réelles et fausses obligations. Vous n'êtes pas légalement responsable d'un beau-fils adulte, sauf document spécifique signé, a-t-elle dit. La générosité ne crée pas une obligation juridique. J'ai laissé cette phrase descendre en moi. Avant que je parte, elle m'a remis une feuille. C'est une notification formelle. Séparation financière, attente claire. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si ça escalade, il faut une trace écrite. Je l'ai pliée soigneusement et rangée dans la poche de ma veste. Quand j'ai enfin écouté la messagerie dans ma voiture, la voix d'Ethan était différente. Pas arrogante. Pas provocante. Paniquée. Qu'est-ce que t'as fait? Ma carte est refusée. La banque dit que le compte n'existe plus. Tu peux pas juste. C'est pas drôle. J'ai supprimé le message. L'après-midi, je suis revenu une dernière fois à la maison. La porte d'entrée n'était pas fermée.
Le salon paraissait identique. Comme si rien n'avait bougé, alors que tout avait changé. L'enveloppe avait disparu. À sa place, la boîte du gâteau, intacte, poussait sur le côté du plan de travail. J'ai fait un dernier tour du regard. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis mis en premier. Au moment où je fermais la porte derrière moi, mon téléphone a vibré. Un seul SMS d'Ethan. Appelle-moi. On doit parler. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que, pour la première fois, le silence m'appartenait. Je n'ai répondu à aucun appel. Ni ce soir-là. Ni le matin suivant. J'ai laissé le téléphone face contre la table de la chambre d'hôtel, vibrant jusqu'à l'épuisement toutes les quelques minutes. Chaque vibration ressemblait à une traction sur une vieille corde, celle que je tenais depuis des années pour empêcher les autres de tomber. Lâcher n'a rien eu de spectaculaire. C'était discret. Presque chirurgical. Quand je suis revenu à la maison l'après-midi suivant, je savais exactement pourquoi j'étais là. La voiture de Linda n'était pas là. Celle d'Ethan non plus. L'allée était vide, comme au début, avant que tout soit saturé d'attente. J'ai ouvert, je suis entré. La maison sentait encore légèrement le gâteau de la veille. Chocolat, sucre, toujours enfermé dans sa boîte, toujours en attente d'une célébration que personne n'avait vraiment vue. Je suis resté un long moment dans la cuisine, à écouter le bourdonnement du frigo et l'horloge murale. Je me suis rendu compte à quel point j'avais souvent été là, à ce même endroit, les mains pleines de quelque chose pour quelqu'un d'autre. J'ai posé mon sac, ouvert le tiroir des stylos et enveloppes. Je n'ai presque rien écrit. Pas besoin. Quelques lignes, nettes, lisibles. Mais tu m'as demandé de disparaître. Je respecte ta demande. Tout ce qu'il y a dans cette enveloppe est factuel. Rien n'est là pour blesser, seulement pour être honnête. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe avec les documents imprimés la veille. Relevé bancaire, confirmation de fermeture de compte, avis d'arrêt des paiements automatiques, et un résumé simple de ce que je ne financerai plus, effet immédiat. Je l'ai posé au centre de la table, les mains tenues un instant avec mes clés de voiture, puis je les ai retirées. Je ne voulais pas que ça paraisse théâtral. Je voulais que ça paraisse définitif. À l'étage, j'ai fait mon sac en silence. Peu de choses, vêtements, affaires de toilette, objets personnels incontestablement à moi. J'ai laissé le reste. Les meubles qu'on avait choisis. La télé que j'avais fixée moi-même. Les appareils de cuisine que j'avais payés parce que, t'es meilleur avec ça. Ce n'était pas un geste de générosité. C'était un geste de détachement. Au moment de fermer la fermeture du sac, mon téléphone a vibré, message d'Ethan. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé l'écran, pouce au-dessus du clavier. Je n'ai pas répondu. En bas, j'ai marqué une pause devant la table une dernière fois. J'ai imaginé Ethan entrer, voir l'enveloppe, l'ouvrir avec son impatience habituelle. J'ai imaginé l'instant où la confusion deviendrait compréhension. L'instant où le filet de sécurité casserait. Je suis sorti sans verrouiller. Le soir, j'ai pris une autre chambre d'hôtel, plus loin, là où personne ne penserait à me chercher. J'ai commandé à manger, mangé lentement, et laissé le calme descendre dans mes os. Pour la première fois depuis des années, personne n'avait besoin de quelque chose de moi. À 20h47, les appels ont repris. Linda, puis Ethan, puis Linda. Je n'ai pas répondu. À 21h12, un SMS de Linda. Tu dramatises. Rentre et on parle. Je l'ai lu une fois. Puis encore. J'ai posé le téléphone. À 21h26, Ethan appelle. Messagerie. Sa voix avait changé. Écoute, je sais pas ce que tu crois faire, mais ma carte marche pas. La banque dit qu'ils peuvent rien faire. C'est pas normal. Faut que tu règles ça. Règle ça. La phrase a résonné longtemps après la fin du message. À 22h03, nouveau texto d'Ethan. Mes plans d'anniversaire tombent à l'eau. Sérieusement, appelle-moi. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule, sans bruit. Donc voilà l'urgence. Le lendemain matin, appel manqué d'un numéro inconnu. Puis un autre. Puis une messagerie, urgente. Je l'écoute. Bonjour, Melissa d'Oakridge Leasing.
Nous vous appelons au sujet de la vérification de comptes fournis pour votre dossier de location. Malheureusement, les fonds présentés ne sont plus disponibles. Merci de nous rappeler rapidement. J'ai fermé les yeux. Donc voilà. La pièce manquante. La raison pour laquelle il avait utilisé mon compte sans me le dire. La raison pour laquelle la fermeture l'avait frappé plus fort que prévu. J'ai transféré le message vocal à mon avocate, sans commentaire. Vers midi, Linda s'est présentée à l'hôtel. Je ne lui avais pas dit où j'étais, mais j'avais sous-estimé la vitesse à laquelle la panique aiguise l'instinct. Elle a frappé assez fort pour faire vibrer le cadre de la porte. Quand j'ai ouvert, son visage était rouge, ses yeux brillants de colère et presque de peur. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle lancé en entrant sans invitation. « Tu te rends compte de ce que tu as provoqué » J'ai refermé la porte calmement. « Tu l'as humilié. Tu nous as humiliés. » J'ai désigné la chaise. « Assieds-toi. » Elle n'a pas bougé. « C'est ton beau-fils. Tu ne coupes pas le sol sous ses pieds comme ça. » Je l'ai regardé droit. Et il m'a dit de disparaître. C'était une phrase. Tu surréagis. J'ai respiré. Cette phrase arrive après des années de soutien que tu n'as jamais reconnu et qu'il a ouvertement méprisé. Elle a croisé les bras. Donc quoi? Tu le punis? Non. Je me retire d'un rôle où je n'ai jamais été respecté. Elle m'a fixé, cherchant sur mon visage une faille, culpabilité, doute, faiblesse. Elle n'a rien trouvé. Et moi, a-t-elle fini par dire. Et notre mariage? J'ai repensé à toutes les fois où elle s'était tue quand il me manquait de respect. À toutes les fois où elle disait. Laisse passer. Cette fois, c'est à propos de moi, ai-je dit. Elle est partie sans ajouter un mot. Le soir, Ethan a envoyé un dernier message. Tu as laissé des papiers sur la table. Ça veut dire quoi? J'ai répondu une seule phrase. Ça veut dire que je t'ai écouté. Puis j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis ces mots, quelque chose s'est posé dans ma poitrine. Du soulagement. Partir en silence n'était pas de la faiblesse. C'était la limite la plus forte que j'ai jamais posée. Le silence n'a pas duré. Il ne dure jamais quand les gens réalisent que le sol n'était pas solide, il était emprunté. J'ai rallumé mon téléphone 2 jours plus tard, pas parce que quelqu'un me manquait, mais parce que je voulais des traces. Carole avait été claire. Si ça escalade, on documente tout. Assis au bord du lit, café refroidi en main, j'ai regardé l'écran s'illuminer comme une machine à sous en surchauffe. Appels manqués, messages vocaux, textos empilés. Le nom de Linda dominait. Celui d'Ethan apparaissait de plus en plus. Le ton a changé vite. Au début, irrité, presque vexé, comme si je les avais juste dérangés. Puis, confus. Puis, anxieux. Puis, désespéré. J'ai écouté les messages dans l'ordre. Linda, premier message, voix tendue mais contrôlée. Où es-tu? Ce n'est pas comme ça qu'un adulte gère un conflit. Puis Ethan. Ok, c'est plus drôle. Ma carte ne marche toujours pas, j'ai des trucs prévus. Faut que tu répares ça. Puis un autre, plus tard. Maman panique. On a reçu un avis pour les charges. Internet va être coupé. Tu as vraiment tout annulé? Au 4e message, sa voix avait perdu son tranchant? Écoute, je pensais pas ce que j'ai dit. Tu le sais, non? J'étais énervé. Tu prends toujours tout personnellement. J'ai mis pause et fixé le mur. Tu prends toujours tout personnellement. J'ai revu des années à avaler ce genre de phrases. À me faire dire que j'étais trop sensible dès que je réclamais le minimum du respect. À confondre patience et valeur. J'ai laissé la messagerie aller jusqu'au bout. Rappelle-moi. On trouvera une solution. On trouvera une solution. Ça avait toujours été mon rôle. Plus tard dans l'après-midi, texto de Linda. Tu as prouvé ton point. Ça suffit maintenant. Je n'ai pas répondu. 1 heure après. Le bail d'Ethan est tombé à l'eau. Il comptait partir. Tout est en vrac. Voilà. Le détail que le directeur de banque avait laissé entendre. Le détail qu'Ethan n'avait jamais mentionné en me disant de disparaître. Il ne préparait pas seulement son anniversaire.
Il préparait sa sortie financée avec de l'argent qu'il n'avait pas. Et quand ce plan a explosé, l'illusion que j'étais, optionnelle, a explosé avec. Le soir, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. Je n'avais rien commandé. Je n'avais donné l'adresse à personne. J'ai regardé par l'œilleton. Ethan. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir. Épaules affaissées, cheveux négligés. La confiance habituelle remplacée par quelque chose de fragile et paniqué. J'ai ouvert, sans l'inviter à entrer. Bon, on doit parler, a-t-il lâché, essoufflé. Je t'écoute. Je peux entrer? Non. On parle ici. Il a avalé sa salive. Ok. Il se frottait les mains. Je savais pas que t'allais faire tout ça. Tu m'as demandé de disparaître, ai-je répondu calmement. Pas comme ça, a-t-il lâché, puis s'est repris. Je veux dire, c'est compliqué en ce moment. Ça l'a toujours été. Il a soufflé fort. J'essayais juste de me remettre sur pied. L'appart devait être mon nouveau départ, et maintenant c'est mort. Parce que le compte est fermé. Oui. Et pourquoi ce compte était sur ton dossier? Il a détourné le regard. Ethan, pourquoi? Mâchoire serrée. Parce qu'il voulait une preuve de fond. Et tu ne les avais pas. J'allais les avoir. J'avais juste besoin de temps. Le temps. Encore ce mot que j'avais donné sans limite. Tu utilises ma stabilité pour prouver ton indépendance, ai-je dit doucement. Il m'a regardé, frustré. Tu parles comme si j'avais fait un truc grave. Tu l'as fait. Tu as traité mon soutien comme une dette que je te devais. Il a ricané. C'est toi qui as choisi d'aider. Oui. Et toi, tu as choisi de dire que mon absence serait un cadeau. Silence. Puis il a demandé. Et maintenant? J'ai réfléchi un long moment. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il a hésité. Juste un peu d'aide. Le temps que je me pose. Voilà. Pas d'excuses. Pas de responsabilité assumée. Encore une demande. Non. Le mot est sorti calme, net, définitif. Ses yeux se sont ouverts en grand. Tu peux pas nous abandonner comme ça. Je n'abandonne personne. Je me retire d'un rôle qui n'a jamais été respecté. Il a ri, amer. Donc tu fais vraiment tout ça pour une phrase stupide? Je me suis penché légèrement, voix basse. Ce n'était pas une phrase. C'était la vérité, enfin dite à haute voix. Son téléphone a vibré. Il a lu, son visage a blêmi. Quoi? La compagnie d'électricité, paiement refusé. J'ai hoché la tête. Exact. T'étais pas obligé de tout couper. Tu veux me donner une leçon? Non. C'est la vie qui le fait. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Tu t'en fiches, en fait. Je l'ai regardé droit. Je m'en soucie assez pour arrêter de t'entretenir. Il a secoué la tête lentement. Maman avait raison. T'es froid. J'ai presque souri. Pour la première fois, froid voulait dire clair. Prends soin de toi, Ethan. J'ai refermé la porte doucement. Plus tard dans la nuit, Linda a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix s'est brisée dès le premier mot. Il s'effondre. Je ne suis pas ses fondations, ai-je dit doucement. Tu as veillé à ce que ce soit le cas. Long silence. Tu reviens, a-t-elle demandé. J'ai repensé à l'enveloppe, à la table, au gâteau intact. Je ne sais pas. Mais on ne peut pas revenir à avant. Elle n'a pas contesté. Après l'appel, seul dans la chambre calme, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Il ne me manquait pas, moi. Ce qui leur manquait, c'était ce que je rendais possible. Et quand ça s'est arrêté, ils ont enfin compris ce que disparaître voulait dire. Je pensais que le pire serait les supplications. Je me trompais. Le pire est arrivé 3 jours plus tard, un mardi matin, alors que j'étais à mi-chemin d'un café tiède, quand quelqu'un a frappé à la porte de l'hôtel. Sec. Autoritaire. Inconfondable. Je me suis figé. Aucun message. Aucun appel. Aucun avertissement.
J'ai posé la tasse lentement et je suis allé à la porte. Par l'œilleton, 2 policiers en uniforme. Mon cœur n'a pas accéléré comme on pourrait l'imaginer. Un calme étrange s'est installé. Le calme qui vient quand ce que tu redoutais finit par arriver. J'ai ouvert. Monsieur, vous êtes le beau-père d'Ethan Miller, demanda le plus grand, ton neutre, main près de la ceinture. Oui. Et je vais bien, si c'est pour ça que vous êtes là. Ils ont échangé un regard. Nous avons reçu une demande de vérification de bien-être, dit le second. Signalement possible de détresse émotionnelle et d'instabilité financière. Voilà. La ligne venait d'être franchie. Je ne suis pas en détresse, ai-je répondu posément. Et je suis financièrement stable. Pouvons-nous entrer? Bien sûr. Ils ont observé la chambre, lit fait, ordinateur ouvert sur le bureau, pile de documents rangés à côté. Rien de chaotique. Rien d'alarmant. Et qui a demandé cette vérification, ai-je demandé. Le premier a hésité. Votre beau-fils et votre épouse ont exprimé des inquiétudes. J'ai acquiescé lentement. Donc, ils vous ont dit que j'étais instable parce que j'ai arrêté de payer leurs factures. Le second a levé un sourcil. Ce n'est pas ainsi que ça nous a été présenté. Et évidemment, ai-je répondu. Question de routine, je dors? Je mange? Je travaille? Danger pour moi-même ou pour autrui? J'ai répondu calmement, clairement, honnêtement. Après 10 minutes, le plus grand a fermé son carnet. Monsieur, vous semblez aller bien. Nous ne relevons aucun motif d'inquiétude. Merci. Alors qu'il se tournait vers la sortie, j'ai ajouté. Je veux que cela soit consigné. Ce sera fait. Quand la porte s'est refermée, je suis resté longtemps à fixer l'espace vide qu'il venait de quitter. Je ne me sentais pas effrayé. Je me sentais violé. Parce que ce n'était pas de l'inquiétude. C'était une représaille. J'ai appelé Carole immédiatement. Ils ont demandé une vérification de bien-être. Ils ont dit que j'étais instable. Elle a expiré sèchement. J'avais peur que ça arrive. Et maintenant? Maintenant, on vous protège. Et on documente tout. En moins d'1 heure, elle avait rédigé une réponse formelle. Mise en demeure. Langage clair. Pas de menaces, juste des faits, faux signalement, harcèlement, limite. Ça ne veut pas dire que vous escaladez, m'a-t-elle dit au téléphone. Ça veut dire que vous refusez d'être acculé. L'après-midi, texto de Linda. Pourquoi tu as impliqué la police? J'ai fixé l'écran, incrédule. J'ai tapé lentement. Je ne l'ai pas fait. Toi, si. Réponse en quelques secondes. On était inquiet. Tu as disparu. Ethan avait peur. Peur? J'ai pensé à l'enveloppe, au reçu, à la lettre. Je l'ai appelé. Ça s'arrête maintenant, ai-je dit dès qu'elle a décroché. Tu n'as pas le droit de questionner ma santé mentale parce que j'ai cessé de financer le mode de vie de ton fils. Tu déformes tout, dit-elle, voix tremblante. Il pensait que tu pouvais te faire du mal. Non. Il pensait que je pouvais lui retirer son filet de sécurité. Et il avait raison. Silence. Tu as franchi une limite. Et si ça recommence, ce ne sera pas juste une lettre. Ça veut dire quoi? Avocat. Documentation. Conséquences. Sa voix a baissé. Donc maintenant tu nous menaces. Non. Je me protège. Le soir, Ethan a envoyé un message que je n'aurais jamais imaginé. Je pensais pas qu'ils enverraient vraiment les flics. Je l'ai relu 2 fois. Puis une 3e. Finalement, j'ai répondu. Tu leur as dit que j'étais instable. Pause. Puis. J'étais désespéré. J'ai fermé les yeux. Désespéré au point de me peindre en danger. Désespéré au point de m'arracher ma dignité. J'ai écrit une dernière phrase. Le désespoir n'excuse pas le mensonge. Puis j'ai bloqué son numéro. Pas pour toujours. Pour maintenant. Le lendemain, Carole m'a transféré un mail. Le dossier de location d'Ethan était officiellement refusé. La compagnie d'électricité avait envoyé un avis final. Internet était coupé. La réalité était arrivée. Et cette fois,
elle n'avait pas frappé gentiment. Le soir, assis près de la fenêtre, j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer une à une. J'étais fatigué, mais pas brisé. Quelque chose avait tourné. Ils avaient essayé de me peindre en méchant. En instable. En cruel. En sans cœur. Nous. On continue ensemble. Mais la vérité était simple. J'avais cessé de payer le prix du manque de respect. Et à partir de là, ils ont montré jusqu'où ils étaient prêts à aller pour le récupérer. Demain, je déciderai de la suite. Mais cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Pour la première fois depuis des années, personne n'était sur ma poitrine à exiger que je respire pour eux. Le matin après la vérification policière, je me suis réveillé avant l'aube. Pas par anxiété. Pas par colère. Par silence. Ce genre de calme qu'on ne remarque pas quand sa vie est remplie des urgences des autres. Ce genre de calme qui s'installe quand il n'y a plus rien à encaisser. Je suis resté quelques minutes à fixer le plafond, à écouter ma respiration, et j'ai compris une chose simple mais immense. Plus personne ne venait me sauver, ni m'utiliser. Je me suis levé, douché, habillé sans me presser. Pour la première fois depuis longtemps, la journée m'appartenait avant d'appartenir à quelqu'un d'autre. À 9h17, mon téléphone a vibré. Message de Linda. J'ai regardé son nom plus longtemps que nécessaire, puis j'ai ouvert. Ethan a tout lu, tout ce que tu as laissé. Il ne parle presque plus depuis. Je l'ai imaginé à la table de cuisine. La même table où il m'avait dit de disparaître. La même où il avait enfin dû regarder les chiffres au lieu des habitudes, les faits au lieu des privilèges. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quelques minutes plus tard, autre message. Il ne se rendait pas compte de tout ce que tu couvrais. Il pensait que c'était partagé. Partagé. Ce mot avait beaucoup servi dans notre mariage. À brouiller les lignes, à diluer les responsabilités, à éviter les conversations difficiles. J'ai répondu avec soin. Le partage suppose le respect et la reconnaissance. Long silence. Puis le téléphone a sonné. Linda. J'ai décroché. Sa voix était plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Ni défensive, ni dure. Juste épuisée. Il a peur, dit-elle. Pas de l'argent, d'échouer. J'ai fermé les yeux. La peur n'excuse pas la cruauté. Je sais, murmura-t-elle. Je le vois maintenant. On est resté silencieux un moment. Avant, ce silence m'aurait mis mal à l'aise. Là, il semblait honnête. Il a dit qu'il ne pensait pas que tu partirais vraiment. Il pensait que tu te calmerais, comme d'habitude. J'ai avalé ma salive. C'est bien le problème. Je finissais toujours par revenir en arrière. Elle n'a pas contesté. Et maintenant? J'ai pris une inspiration. Maintenant, c'est différent. J'ai posé mes limites lentement, clairement. Pas de compte joint. Pas de paiements automatiques. Aucune implication financière avec Ethan à partir de maintenant. Pas comme punition. Comme remise à zéro. S'il doit y avoir une relation, elle doit se construire sur le respect mutuel, pas sur la dépendance. Linda a pleuré doucement à l'autre bout. J'aurais dû te protéger. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Cette excuse a compté plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Je ne te demande pas de choisir, lui ai-je dit. Je te demande de voir. Je vois, répondit-elle. Plus tard, Ethan m'a écrit, par email. Pas message. Pas appel. Email. Objet simple, je l'ai lu. Le message était court. Pas d'excuse franche. Pas encore. Mais pour la première fois, il ne m'accusait pas. Il écrivait qu'il n'avait pas compris tout ce que je gérais en coulisses. Qu'il n'avait jamais imaginé ce qui se passerait si ça s'arrêtait. Qu'il était surtout en colère contre lui-même, et qu'il l'avait déversé sur la cible la plus facile. Il terminait par une phrase. Je ne pensais pas que disparaître voudrait dire ça. J'ai répondu une seule ligne. Ça veut dire affronter la vie sans coussin que tu n'as pas gagné. Et c'est tout. Je ne l'ai pas rebloqué. Je ne me suis pas réengagé non plus. J'ai laissé l'espace faire ce qu'il devait faire. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie s'est lentement reconfigurée. J'ai pris un petit appartement plus proche du travail. Rien de luxueux. Propre.
Calme. À moi. J'ai remis en place mes routines. Marche matinale. Repas que j'aimais vraiment. Appel à des amis que je n'avais pas joints depuis des années parce que j'étais trop occupé à gérer le chaos des autres. Mes finances se sont stabilisées d'une façon nouvelle. Pas parce que je gagnais plus. Parce que j'étais moins vidé. Et chose étrange, je me sentais plus léger. Pas triomphant. Pas vengeur. Libre. Linda et moi avons commencé une thérapie, doucement, prudemment, en terrain neutre. Ethan a pris un deuxième travail. Puis un troisième. Son anniversaire est passé en silence. Pas de fête. Pas de gâteau. Pas d'illusion. Juste la réalité. Des mois plus tard, Linda m'a posé une question que je n'oublierai jamais. Si tu pouvais revenir en arrière, tu ferais autrement. J'ai pensé à l'enveloppe sur la table, au papier, au silence. Non, ai-je dit. Je l'aurais fait plus tôt. Parce que ce que j'ai laissé sur cette table, ce n'était pas une vengeance. C'était de la clarté. Et la clarté change tout. Si cette histoire te parle, si tu t'es déjà senti invisible, utilisé, ou tenu pour acquis par les plus proches, j'aimerais te lire. Partage ton avis en commentaire et dis-moi d'où tu regardes. On publie chaque jour des histoires comme celle-ci, sur les limites, la dignité et le chemin pour se retrouver soi-même. Alors si tu ne veux pas manquer la prochaine, abonne-toi et reste avec.